On est sur le panel Femmes et entrepreneuriat. Donc, moi, je vais avoir le plaisir de présenter notre animatrice, Mme Rina Marchand, et ensuite, je vais la laisser travailler avec un panel de haut niveau. Donc, je vais lire ça parce que j'ai trouvé vraiment... j'ouvre une parenthèse. Mme Saint-Hilaire aurait beaucoup aimé avoir quelqu'un qui était dans les TI. Et puis là, finalement, on découvre que l'animatrice a une expérience de TI extraordinaire où il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans ce domaine-là. Donc, je vais vous lire ça. Mme Rina Marchand, diplômée du MIT dans le cadre de l'entrepreneurship, développement de programmes, ayant œuvré dans le secteur des technologies de l'information pendant 15 ans. Elle s'est jointe à l'équipe de la Fondation de l'entrepreneurship en 2008 à titre de directrice marketing et communication, pour ensuite devenir directrice principale contenu et innovation. Elle a auparavant été directrice des communications et responsable du marketing chez Nine Technologies. Avant de se joindre à l'équipe, à cette équipe-là, elle a notamment participé au lancement des portails Internet Branchez-vous, on se souvient, 75 Sympathico 96. On est vraiment dans la technologie. Ses fonctions au sein de la Fondation de l'entrepreneurship l'ont amené notamment à gérer pour le compte du MEIE, le programme Croissance Québec Techno, accélérateur pour entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, avec le soutien d'entrepreneurs issus du MIT. Donc, allez-y pour le panel. Merci. Un grand merci. Merci à vous, M. Roberge. Merci à Mme Saint-Hilaire pour cette belle opportunité-là. Je suis ici, donc, au nom de la Fondation de l'entrepreneurship, au nom du réseau M, le réseau de mentorat pour entrepreneurs. Et ce dont je voulais commencer par vous parler avant de vous introduire ces femmes entrepreneurs passionnantes, c'est quelques données issues de l'indice entrepreneurial québécois, qui est un indice que la Fondation présente maintenant depuis 2009 et avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et j'avais envie donc de partager avec vous quelques chiffres issus de ce rapport-là avant de plonger dans le vécu de ces femmes-là. J'aimerais d'abord poser une petite question. J'aimerais que vous leviez la main les femmes qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise en ce moment. Formidable. J'ai une question un peu plus difficile, puis rien ne sera retenu contre vous. Quelles sont celles qui caressent l'idée de se lancer un jour en affaires? Ah, génial! Je voulais vous poser cette question-là parce que vous savez, nous, on la pose dans le grand public pour l'indice. On demande à la population, avec Léger Marketing, quels sont ceux qui ont un jour l'intention de se lancer en affaires. Chez les femmes, en 2015, elles sont 15% à avoir levé la main et nous avoir dit « J'aimerais ça un jour me lancer en affaires ». Du côté des hommes, on a posé la même question et c'est à peu près 24% qui ont levé la main pour nous dire qu'ils avaient l'intention. Donc, il y a quand même un écart au niveau de l'intention d'entreprendre. Cet écart-là diminue quand on parle de faire des démarches. On dirait que les femmes, quand elles se disent « OK, je vais embarquer », elles embarquent, mais malgré tout, au niveau de la concrétisation, on le sait de toute façon dans notre quotidien, il y a quand même moins de femmes qui entreprennent pour l'instant qu'il y a d'hommes. Et lorsqu'elles entreprennent, ce qu'on a pu constater en général au Québec, c'est qu'elles se lancent surtout seules, à titre de travailleurs autonomes. L'idée de croître, d'embaucher va venir souvent quand même plus tard dans leur parcours. Des secteurs d'activité vont être orientés vers le service également. C'est des femmes qui vont beaucoup privilégier les opérations. Elles vont avoir une base très solide avant de se dire « je vais aller à l'international, je vais investir en innovation ». Elles veulent construire des fondations très solides. Je suis contente parce que j'ai ici des femmes qui ont court-circuité un peu ce parcours-là naturel et puis j'aimerais ça qu'on les entende davantage là-dessus. Si on regarde vers le futur, quand on pose la question à nos jeunes, les jeunes femmes, les jeunes hommes, quel est votre choix de carrière numéro 1? Et il y a de l'espoir parce que c'est pratiquement égalité. 44% des jeunes hommes et 40% des jeunes femmes nous disent que leur choix de carrière numéro 1, c'est de devenir entrepreneur. Donc, il y a quand même de l'espoir, comme on dit. Et pourquoi parler de ça? L'entrepreneuriat, c'est, je crois, l'incarnation parfaite d'oser.
Et c'est ça le thème du colloque aujourd'hui, oser, c'est gagner. Et Dieu sait qu'elles l'ont fait, elles le refont à chaque jour parce qu'entrepreneur, c'est oser à chaque jour. Et c'est ce qui m'inspire de vous. Ce qu'on va faire, je vais vous les présenter. À tour de rôle, elles vont nous parler de leur entreprise. Et puis, on va avoir un bel échange. Vous pourrez leur poser des questions. À la toute fin, on va se garder une période d'environ 10 minutes. Donc voilà, celles qui ont osé et qui sont avec moi. Tout d'abord, Joëlle Boutin, d'Atelier Edel. Elle a commencé par être pilote d'avion. Oui. N'ajustez pas votre appareil. Elle a ensuite été analyste politique en développement durable. Mais sa véritable tribu, ses semblables, c'est chez les entrepreneurs qu'elle les a trouvés. Elle était tombée dedans toute petite. Hein? Sa famille est une famille d'entrepreneurs. Mais c'est là vraiment qu'elle a compris qu'elle allait se réaliser dans l'entrepreneuriat. Donc, j'aimerais beaucoup, Joëlle, que vous nous parliez d'Atelier Edel. Oui, en fait, moi, techniquement, j'ai 2 entreprises. Une qui est beaucoup plus sociale, puis une qui est vraiment une entreprise de produits, qui est Atelier Edel, qui conçoit des ensembles de literie pour les enfants et les bébés en coton biologique satiné, même pour être précis, et en collaboration avec des artistes. Ça fait juste 2 ans. Là. Moi, je suis à côté d'entrepreneurs chevronnés ici. Là. Je suis un peu intimidée, mais je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre d'elle. C'est vraiment une superbe aventure, assez difficile aussi, il faut être honnête. En entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement le chemin le plus facile. Ça fait 2 ans que ça existe. Rapidement, je me suis rendu compte que mon marché à moi était principalement américain. Donc, je me suis lancée dans la conquête américaine assez vite, même si j'ai fait une mission commerciale avec la Fondation d'entrepreneurship en France, qui était superbe, qui m'a d'ailleurs donné des contacts pour les États-Unis, ce qui est étonnant. Et puis, je suis également cofondatrice puis éditrice en chef de Femmes Alpha, qui est une communauté de femmes, mais aussi un média numérique qui fait la promotion du leadership féminin dans la francophonie. On est d'ailleurs allé en France en juin dernier pour sceller des partenariats avec plusieurs organisations de femmes entrepreneurs, femmes leaders en France pour échanger au niveau de la collaboration, au niveau du contenu, mais également événementiel. On organise plusieurs événements. On va continuer à en organiser. Puis au printemps prochain, on organise quand même une grosse mission commerciale pour les femmes actives dans le milieu numérique, dans les TI, justement, un milieu qui est vraiment sous-représenté dans les femmes, puis c'est un monde de geeks. Alors, je suis assez occupée, là. Joggeuse aussi, à ses heures. Oui, d'ailleurs, j'ai un peu de difficulté à marcher parce que j'ai eu une grande course en fin de semaine et ça a été quelque chose. Merci infiniment. Nathalie Roussin, des Immeubles Roussin. Elle aussi, elle est un peu tombée dedans, comme on dit. Sa famille, ses parents ont lancé les Immeubles Roussin il y a de cela 50 ans. C'est un fleuron de la capitale nationale et depuis 6 ans maintenant, Nathalie, vous êtes à la barre de cette entreprise-là, mais vous avez occupé beaucoup de chaises aussi, je pense, dans les 20 ans que vous avez travaillé au sein de votre entreprise familiale. Je vous laisse nous en parler. Merci. Oui, mais je suis présidente des Immeubles Roussin. Immeubles Roussin, c'est une entreprise immobilière de Québec. Je suis associée là-dedans avec mon frère et ma sœur qui travaillent activement avec moi dans l'entreprise. Donc, Immeubles Roussin, c'est une entreprise qui développe, qui construit, qui gère ses projets immobiliers. Donc, nous sommes propriétaires d'immeubles résidentiels multilocatifs. Vous voyez à l'écran des exemples de nos nouveaux projets. Donc, c'est autour de 1000 portes de condos locatifs et appartements. Nous sommes aussi propriétaires d'une résidence pour aînés, les Jardins Le Bourgneuf, qui accueille près de 300 clients. Et nous avons plusieurs bâtiments commerciaux et industriels dans le parc Colbert, puis dans la région immédiate de Québec. Nous desservons autour de 200-250 clients d'affaires, donc des entrepreneurs de la région. Merci infiniment. Danielle Derry, de Perlin-Pimpin. Elle va peut-être pas m'aimer si je vous dis ce qui suit, mais je trouve que c'est parlant, puis ça fait écho à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Elle m'a dit, je me suis lancée, puis quand je me regarde, je suis peut-être pas bonne dans rien, mais je suis pas pire dans tout.
Mais savez-vous, quand Danielle a démarré son entreprise, elle avait juste pas de fax. Non seulement pas d'Internet, mais pas de fax. Et s'il y a une chose, je pense, dans laquelle vous êtes excellente, Danielle, c'est sûrement la résilience et cette excellence-là, d'année en année, d'avoir su bâtir une entreprise pour laquelle, en ce moment, vous êtes déjà en train de planifier une relève. Alors, 30 ans de perlimpinpin, je pense que c'est exceptionnel. Alors, Danielle, parlez-nous de votre entreprise. Je ne suis pas là pour me faire honorer, là, mais merci. Mais c'est ça, Perlimpinpin existe depuis 30 ans. Moi, j'ai fondé l'entreprise, j'ai un DEC en design de mode. J'ai fondé l'entreprise en sortant de l'école pour tout simplement, moi je viens pas d'un milieu d'affaires, mes parents n'étaient pas en affaires, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite non plus. Puis j'ai jamais été complexée de tout ça, là. C'est ma vie, c'est comme ça. Puis au contraire, ce qui m'a poussée à être en affaires, c'est tout simplement en 86. Sortant de l'école, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas rien. Moi, tout ce que je voulais, c'est travailler dans mon secteur d'activité, dans mon domaine, m'accomplir, je voulais me réaliser, puis je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. C'est carrément ça, là. Et 30 ans plus tard, vous avez au-dessus de 500 points de vente au Canada. Vous êtes en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, Ukraine, États-Unis. Vous avez 12 personnes dans votre équipe, puis l'internationalisation, l'exportation, c'est vraiment votre cheval de bataille. Le cheval de bataille pour le futur, parce qu'on est dedans, on est en train de bâtir notre réseau de distributeurs un peu partout. Mais l'internationalisation aussi, c'est pas rien qu'au niveau de l'exportation, c'est au niveau de l'importation, parce qu'au départ, quand on a parti Perlimpinpin, tout était fabriqué ici par nous, tout ça. Puis maintenant, 85% de la production est faite en Asie. Fait qu'il a fallu monter un réseau de sous-contractants en Asie de qualité, là, et non pas parce que c'est facile de se monter, de trouver des gens. J'ai 10 courriels par jour là, de gens qui veulent fabriquer pour nous, mais de trouver les bonnes personnes qui ont des entreprises avec qui tu veux travailler, c'est un autre défi, là. Fait que c'est ça. Nous autres, on distribue principalement nos produits. On n'a pas pignon sur rue, on n'a pas de boutique. On vend nos produits à des détaillants de produits pour enfants, soit des magasins de meubles, soit des boutiques spécialisées en vêtements pour enfants, soit des chaînes aussi, parce qu'on vend, on vend chez Clément, on vend dans les boutiques spécialisées en vêtements pour enfants, mais on vend aussi certains produits chez Toys R Us, chez Time Maternité maintenant, qui fait que c'est nos produits d'entrée, puis on touche les femmes enceintes tout de suite au départ. Fait que ça résume un petit peu. Excellent parcours. Ouais. Parlons encore un tout petit peu de vos entreprises parce que vous avez touché un élément, vous avez dû revoir comment vous fabriquez, vous faites fabriquer à l'extérieur. Il y a de ces modèles-là maintenant, je pense, vers lesquels on doit se tourner d'emblée. Et je pense, Joël, vous aussi, vous avez eu cette réflexion-là. Et dès le départ, vous avez dit, je vais mettre en place un bon réseau de partenaires qui va me soutenir pour être lean. Mais en fait, souvent, quand on commence, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent. Puis je me dis, bien là, moi, je connaissais rien dans la couture, même dans le design, tu sais, vraiment néophyte, là, tu dis, ça va être facile, on va faire des couvertes pour les enfants, tu sais, c'est ridicule, là, c'est vraiment plus difficile qu'on pense. Puis surtout quand tu dis, je veux tel type de tissu, tu sais, ça n'existe pas. J'appelais des gens, ça n'existe pas, il faut que tu le fasses tisser, tu sais, je connaissais rien là-dedans. Fait que tu te mets à appeler beaucoup de gens. Au départ, la première production, je l'ai faite faire au Québec. En fait, en Ontario puis au Québec, ça m'a coûté très cher. J'ai perdu de l'argent là-dedans. Là. Belle erreur, mais tu veux encourager les gens d'ici, mais puis en plus, quand tu n'as pas d'expérience, vraiment, tu fais juste plein d'erreurs. Ça a l'air négatif, là, mais ça ne l'est pas. On apprend à puissance 10. Puis je me suis dit, il me semble qu'il faut aller en Asie. Puis plein de gens qui me décourageaient, puis disaient, tu connais rien là-dedans, tu peux pas faire ça, ça se fait pas. Tout le monde me disait ça. Personne ne me disait vas-y, sauf une personne, puis c'est un des fondateurs de l'entreprise Sur Mesure. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Vincent, il nous a comme coaché un petit peu au début, puis il m'a dit ben non, vas-y, à 16 ans, on a fait ça, nous autres. Là, je suis comme OK, les gars, tu sais, sont. Ah ouais. Je suis comme OK. Puis on a magasiné via. Nous, c'était du coton organique, donc il fallait avoir faire affaire avec une organisation de certification. Puis on a vraiment essayé des suppliers, des fournisseurs, puis on est allé. Tu sais, je suis débarquée là-bas, puis c'était vraiment un moment émouvant. Mais c'est sûr que
Il y en a des pas bons, là, il y en a de toutes sortes. Là. Moi, je pense que c'était quasiment un coup de dé. Là, c'était osé, mais ça aurait pu être une catastrophe aussi. Là. Mais c'était une question de coût, mais aussi de savoir-faire. Ici, au niveau de la couture, beaucoup de produits, en fait, qui sont faits qu'avant qu'ils étaient faits ici, ben l'expertise est ailleurs. Puis il faut accepter ça. Au niveau de l'impression, tout ça. Donc, c'était une question aussi de coût. Même si on est petit, on peut faire ça, je pense. On a parlé de création d'entreprise, mais dans votre cas, Nathalie, c'est une reprise d'entreprise. Est-ce qu'il y avait le poids de toutes ces années-là de construction derrière vous? Bien, écoutez, il y avait d'abord une entreprise qui existait, hein, donc une roue qui tournait. Voilà. C'était quand même un défi d'intégrer ça parce que quand tu arrives, je suis arrivée quand même jeune, puis tu as la volonté de réussir, hein, puis il y a déjà une machine qui marche, donc se mettre à niveau, puis bien performer. Mais je pense que c'est définitivement un plus parce que tu as toute une équipe autour de toi, mais il faut que tu acceptes que tu n'es pas nécessairement celle qui en connaît le plus. Faut qu'autour de toi, tu te serves des gens que tu travailles en équipe avec les gens qui en connaissent. Mais vous avez été vous chercher des atouts. Vous êtes ingénieur civil. Vous avez été vous chercher un MBA également. Oui, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'avais le désir de connaître la construction parce qu'une entreprise immobilière agit aussi à titre d'entrepreneur en construction, donc je voulais connaître le bâtiment. Puis après ça, de connaître un petit peu plus au niveau financier, au niveau mise en marché, marketing, donc connaître les différentes sphères de l'entreprise. Je suis allée chercher un MBA spécialisé en immobilier. Mais votre père vous a longtemps sondé, mais je pense que vous me disiez, moi, je voulais pas fermer mon jeu tout de suite. Je voulais me laisser des options. Je voulais pas me faire peinturer dans un coin. De se commettre, hein, quand on est jeune, puis se faire dire, vas-tu être entrepreneur, vas-tu prendre l'entreprise? C'est vraiment une grande étape de dire oui. Donc moi, je voulais pas dire ça. On veut toujours se laisser les portes ouvertes, hein? Mais quand même, je pense que mes deux parents ils cherchaient à nous intégrer dans l'entreprise puis nous orienter. Fait que ça s'est fait au fil des années, hein, sans qu'on s'en aperçoive trop. Vous me disiez, Daniel, quand je me suis lancée, c'était quand même par nécessité. J'ai créé mon propre emploi d'abord et avant tout. Si c'était à refaire, je suis même pas sûre que je serais encore là. Qu'est-ce qui... Oui! Est-ce que c'était difficile de se lancer il y a 30 ans? Je pense qu'il faut être inconscient un petit peu de ce dans quoi tu t'embarques aussi, là, mais c'est peut-être que ce que j'ai peut-être dit, c'est que la façon dont je suis partie en affaires aujourd'hui, ça ne serait pas viable. Là. Moi, je pense que ça serait pas... ça serait parce qu'il y a 30 ans, puis ce que c'est aujourd'hui, comme vous disiez en entrée de jeu, là, on n'avait pas de fax, on n'avait rien, là, on avait l'Internet, on oublie ça, là, ça n'existait pas. Fait que c'était pas les mêmes... moi, c'était plus... Il y a des entrepreneurs qui sont des gestionnaires au départ puis qui partent avec un produit qu'ils ne connaissent pas nécessairement, mais qui sont capables de gérer l'entreprise. Puis des gestionnaires qui sont hands-on, qui connaissent leurs produits, puis il y a des entrepreneurs plutôt qui connaissent leurs produits. Moi, c'était plus mon type d'entrepreneur. En fin de compte, l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui par le essai-erreur, les petits succès, les plusieurs... Il y a beaucoup... Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, puis c'est ça que je disais. Il y a beaucoup de petits succès, mais il y a beaucoup il y a beaucoup d'échecs aussi. Là. Fait que c'est petit à petit que l'entreprise est devenue ce qu'elle était et non pas par des connaissances puis des techniques qu'on a mis en place puis des stratégies incroyables au départ. Aujourd'hui, on est plus stratégique dans ce qu'on fait, tout ça, mais au départ, c'était pas ça. Là. Fait que la manière dont on est parti, on parlait pas, quand on est parti en affaires, on parlait pas d'image de marque, on parlait pas de site web, on parlait pas de tout ça. Aujourd'hui, si t'as pas ça, t'es pas viable. Là. Fait que c'est tout ça. Là. Puis aujourd'hui, les gens partent avec un objectif, avec un focus, avec du coaching, avec de l'aide. Nous, on partait en affaires. C'était rien que ça. Là. Je veux dire, il y avait rien de planifié
à savoir qu'est-ce que tu vas être dans 5 ans. Là. Puis il n'y avait pas non plus une célébration de ce que c'est que d'être entrepreneur, comme on le voit maintenant. Pas du tout, c'est ça. Fait que tu le faisais parce que, pas pour te prouver à toi-même que tu étais capable, mais par envie de te dépasser, pour envie de... Puis cette flamme-là, aujourd'hui, elle est encore là chez moi. J'ai encore besoin de ça, puis peu importe la grosseur de l'entreprise, tout ça, c'est ça qui anime, qui fait que tu demeures entrepreneur, que tu restes entrepreneur parce que ça fait partie de toi. Là. Ça ne te met pas tombé dessus à un moment donné. Je devais l'être sans le savoir. C'est en quelque part, tu l'as au fond de toi, ce besoin-là. Là. De se réaliser. Joël, même si vous êtes né dans une famille d'entrepreneurs, ça s'est passé comment, ce déclic-là, de se dire, ma tribu, c'est vraiment les entrepreneurs? Mais moi, là, j'ai été élevée comme par un père entrepreneur, puis j'avais des oncles aussi, puis aujourd'hui, j'ai 2 sœurs qui sont entrepreneurs, mais je ne connaissais pas ce mot-là, moi, quand j'étais jeune. Moi, mes parents, c'était juste, ils travaillaient tout le temps, tu sais. J'étais pas... puis ils m'encourageaient aucunement dans cette voie-là du monde des affaires, là. Ils voulaient tout sauf ça, tu sais. Donc, c'est pas naturel. C'est vraiment... il y a eu plein de déclics là, que je me suis rendu compte, mais entre autres, là, je pense à un moment que je t'ai raconté d'ailleurs, là, que je me suis vraiment rendu compte que, mon Dieu, c'est du monde comme moi. Avant de faire la mission avec la Fondation d'entrepreneurship, on s'est tous rencontrés, les gens qui avaient été sélectionnés pour faire la mission. Puis ils nous ont dit, faites connaissance là, pendant 10-15 minutes, puis après ça, on va faire un jeu. On n'était pas arrêtables. On était ensemble, puis on jasait, puis on est très, très social. Puis je suis revenue chez nous le soir. Puis j'ai dit, mon Dieu, je dis à mon mari, hey, j'ai rencontré plein de Joël Boutin. On était tous pareils. Mais c'est là que tu te rends compte, mon Dieu, on est plus, les entrepreneurs, en fait, on est des gens naturellement tournés vers les autres. Puis tu n'as pas le choix d'aller un peu vers les autres parce qu'il faut que tu vendes ta patente, là, tu sais. C'est un peu ça. Puis c'est la première fois de ma vie que je me sentais à la bonne place et non le mouton noir, tu sais. Mais ça m'a pris du temps, là, réaliser que, dans le fond, je ne suis pas une fille qui tripe sur les titres, là, entrepreneur, intrapreneur. Je pense qu'il faut faire des choses qu'on aime, point. Mais que ce genre de tribu-là, c'était probablement la mienne. Au point où vous avez créé aussi une deuxième entreprise, une entreprise de l'économie sociale. Oui. Peut-être la qualifier comme Femme ça. Alpha, en fait, c'est pas juste pour les entrepreneurs. Là. Il y a vraiment, c'est des femmes qui se définissent comme leaders ou qui veulent entreprendre ou réaliser des réalisations personnelles ou des réalisations qui veulent avoir un impact, qui ont pour but d'avoir un impact dans la société. On encourage vraiment les femmes à oser, justement, là, mais de plein de manières. Puis oui, c'est une communauté à laquelle je sens un sentiment d'appartenance très, très fort. C'est des femmes. Souvent, on dit que les femmes ont de la difficulté à être ensemble. Moi, je suis tout à fait en désaccord avec ça. Là. Puis en plus, les femmes entrepreneurs, c'est encore plus vrai. On aime ça, être ensemble, s'entraider. C'est la clé. Là. Tu sais, les gars ont des boys clubs, nous aussi, on peut avoir des girls clubs. On ne se cachera pas, se lancer en entrepreneuriat, se lancer en affaires, ça a ses obstacles, ça a ses défis. J'aimerais ça quand même qu'on les aborde un peu. Ceux à vos tout débuts, ceux actuels, parce qu'ils évoluent, puis ils grossissent avec notre capacité d'en prendre plus aussi, on dirait. J'ai envie de vous entendre, Daniel, sur ces obstacles-là que vous avez rencontrés et ceux actuels. Des obstacles, on a tendance à les oublier aussi. Là. On a tendance à, parce qu'on pourrait en dire, mais aussi, ça peut être des choses très simples, puis ça peut être des choses plus qui ont été comme des faits marquants dans l'entreprise, ne serait-ce que quand les quotas de la Chine en 2004 ont arrêté, puis que les produits chinois rentraient sur le marché ici, que les prix baissaient pratiquement de moitié. Vous payez vos vêtements les mêmes prix qu'on les payait il y a 15 ans. Là. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est tout fabriqué en Asie. Là. Fait que le niveau le produit comme tel qu'on fabrique, qu'on crée, qu'on conçoit, on dirait qu'il y a moins de valeur qu'avant, dans le sens que il est moins reconnu. Tu sais. Puis moi, je dis souvent, là, c'est autre chose, là, mais on cherche des terres pour faire pousser de la nourriture, mais du coton, c'est une fibre qui prend de la terre, là, puis on la paye à un prix moins que rien. Fait que la valeur du coton actuel, c'est pas normal que les vêtements soient si peu chers. Là, c'est un autre débat, mais c'est pas normal. Fait que c'est ça. Fait que quand les quotas sont tombés en 2004, il a fallu, nous autres, se monter. On avait déjà commencé à importer, mais il a fallu se monter un réseau plus solide de fabricants en Asie. Puis ça, quand tu es dans
ton entrepôt, c'est chez vous à Québec, puis qu'il faut que tu trouves des manières de trouver des fabricants en Asie, bien, il faut que tu ailles avec tes contacts. De là, les réseaux sont importants, de connaître des gens parce que moi, j'ai toujours été beaucoup plus par référence que par t'en trouves un puis tu l'essayes. Là, c'est plus des gens qui nous ont. C'est là que les réseaux deviennent importants. Fait que ça a été une grosse parce qu'il y a une grosse étape dans le sens qu'il y avait, dans ces années-là, il y avait une belle communauté d'entreprises dans le produit pour enfants au Québécois, des produits québécois, tout ça, puis il y en a beaucoup qui ont tombé suite à ça parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter. Fait que déjà, ça, c'est une étape pour nous parce que nous, on a réussi cette transition-là. Là. Fait que ça a été une grosse... Puis c'est sûr que en 30 ans, bien, des crises économiques, puis ça va pas, ça n'a jamais été aussi pire, ça reprend, ça repart. C'est du même puis du pareil d'année en année. Là. C'est pas... C'est le jour de la marmotte? Bien, presque, parce que c'est jamais une bonne année. Jamais... c'est ça. Fait que c'est du côté économique, tu n'as jamais des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Là, le dollar américain, cette année, à 1,43, quand tu achètes tout en Asie, c'est pas des bonnes nouvelles pour nous autres. C'est certain. C'est certain parce que nous, on est en dollars canadiens, puis il faut acheter en dollars américains. Fait que c'est pas des bonnes nouvelles. Là. Fait que c'est ça. Le monde te demande, ça va? Oui, ça va. Parce qu'il faut que ça aille, puis on en a vu d'autres aussi. Fait que tu dis, bon, ben, on va continuer d'être là, puis on va encore progresser, puis ça va encore fonctionner. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter à... Je pense que c'est la persévérance, c'est le positivisme, c'est l'optimisme, c'est tout ça, là, parce que si on attend, parce que tantôt, quand tu disais, là, il y a plein de monde qui me décourageait, hein, pourquoi tu veux faire ça, tout ça. Si tu attends, il y a beaucoup plus de détracteurs que des gens qui vont t'encourager. Fait que c'est ça, quand tu fais du réseautage, quand tu t'entoures de gens qui veulent bâtir, qui veulent contribuer à quelque chose, parce que c'est beau d'être en affaires, c'est une chose, mais c'est aussi, bon, tu as des responsabilités au niveau, tu as des employés, tu as du monde, tu crées une communauté dans ton entreprise aussi, tu as des ressources humaines, il y a plein de choses, fait que tu as une responsabilité à ce niveau-là, au niveau de ces gens-là aussi. Fait que des détracteurs, il y en a en masse, mais il faut que tu t'entoures de monde qui vont te faire avancer aussi. Puis il y a des gens que tu dis, bon, ben ça ne sert à rien. Là. Il y en a avec qui tu peux pas avoir ces discussions-là. Puis vous me disiez, nos bilans, c'est super de voir ce qu'on a peut-être moins bien fait, mais c'est aussi super de se féliciter et de voir ce qu'on fait bien. Ça fait partie de nos acquis. Mais si on l'apprend avec l'expérience, moi je te dirais, parce que au début, c'est facile à la fin de la semaine de dire, il est arrivé telle affaire, telle affaire, telle affaire. On fait le bilan de rien que les choses négatives, comment on peut les améliorer, tout ça. Puis moi, je suis rendue que je dis aux filles, parce qu'on n'est rien que des femmes dans l'entreprise. C'est ça que je leur dis, parce que je travaille encore beaucoup au quotidien dans l'entreprise, puis je suis encore à la direction de l'entreprise, puis tout ça. Puis j'ai regardé, il y a ça, c'est sûr qu'il faut l'améliorer, tout ça, mais depuis lundi, c'est quoi les bonnes nouvelles de chaque journée? Là? On en a eu des bonnes nouvelles, fait il faut se les dire, parce que sinon... ça peut être décourageant là, de voir tout ce qui arrive aussi, des critiques de clients, de ci, de ça, un mauvais mot sur Facebook. Il y en a plein là, de choses qui peuvent arriver. Là. Fait que, je veux dire, au moins, les bonnes nouvelles aussi, il faut se les partager. Puis on les oublie beaucoup plus vite. Tout à fait. On veut améliorer, fait qu'on oublie les... Nathalie, en ayant repris l'entreprise, vous ne l'avez pas repris seule, hein? Vous avez des actionnaires qui sont votre frère et votre sœur. Dans ce cadre-là, une belle entreprise qui roule bien, quels sont les défis à ce moment-là que vous rencontrez? Nous autres, quand j'écoute votre réponse, je me dis, nous autres, comme entreprise, il faut l'adapter aux conditions de marché. Hein? Selon le marché, on adapte notre produit selon notre vision du marché économique, selon les besoins qu'on voit. Donc, c'est certain que de travailler ensemble à se fixer des objectifs, on avait le désir de développer l'entreprise, puis on avait vraiment comme vision qu'il y avait de la place dans le développement résidentiel multilocatif. Donc, à travailler avec 3 associés, il faut vraiment travailler dans une même vision. C'est ce qui nous a permis de se fixer des objectifs puis de les atteindre. Hein? C'est de même qu'on voit les bonnes nouvelles. Moi, je pense que je suis vraiment d'emblée de se fixer des objectifs puis après ça, d'aller se mesurer. Voir on y arrive-tu, puis si on n'y arrive pas, de quelle façon on va s'y prendre.
Fait que je pense que c'est ce qui nous a permis de développer encore l'entreprise là, ces dernières années. Le quoi avant le comment, hein? D'avoir gardé cette vision-là. Quand on s'arrête au quotidien, puis on est pris dans notre gestion quotidienne, on dit on n'a pas le temps ou ça n'arrivera pas, on voit toutes les embûches, mais quand on a fixé un objectif, on fixe comment on va y arriver. Il y a un sujet qui est difficile à ne pas aborder parce que vous avez toute une vie personnelle, toute une vie familiale aussi. J'aimerais ça vous entendre parce que vous êtes quand même à la tête de belles entreprises. En commençant peut-être par vous, Joël, surtout que le déclic de démarrer Atelier d'Elle est venu après le deuxième bébé. Alors, j'aimerais un peu vous entendre sur comment ça se passe, concilier, gérer une entreprise et avoir 2 enfants. Mais en fait, moi, je pense que cette question-là de conciliation travail-famille, je l'avais avant même d'être entrepreneur. Tu sais, moindrement, quand tu as de l'ambition puis tu veux, tu te donnes beaucoup dans ton travail, ça devient un peu compliqué. Moi, je pensais que ça allait justement m'aider parce que tu es plus flexible, tu décides. Je me souviens, quand j'étais au gouvernement, moi, j'étais dans un think tank super performant, des gens, là, tout le monde était hyper crinqué, on travaillait comme des fous. Mon fils, je le voyais pas. Puis je suis devenue très malheureuse de ça. Je me dis, mon Dieu, puis j'avais pas d'emprise sur mon horaire du tout. Puis je voyais, on me faisait miroiter. En fait, on me faisait pas miroiter, je voyais le chemin. Là, l'année d'après, j'avais un poste plus haut, puis je voyais les gens qui avaient ce poste-là, puis justement, ils travaillaient comme des fous encore plus. Alors moi, je me suis dit, j'ai besoin de cette liberté-là. Oui, mes parents, moi, travaillaient vraiment beaucoup, mais je les voyais souvent, leur bureau était à la maison, ou bien ils étaient à l'extérieur, mais ils étaient flexibles dans leur horaire quand même, puis ils décidaient, on dirait que quand c'est ton entreprise, même si tu travailles beaucoup, tu travailles beaucoup dans, peu importe, là, quand tu as une femme de carrière, c'est pas nécessairement juste quand tu es entrepreneur, mais quand tu es entrepreneur, tu as peut-être un petit peu plus la flexibilité, je trouve, de faire entrer tes enfants dans ta vie, même dans ta vie entrepreneuriale. Puis c'est une question de choix personnel aussi. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'avoir le conjoint compréhensif parce que quand tu te lances en affaires, tu prends beaucoup de risques. C'est des risques qui pèsent sur la vie de famille, qui pèsent sur le conjoint parce que tu pars d'un super top salaire, admettons, là, puis moi, je gagnais autant que mon chum. Puis là, j'arrive, je dis, ben là, je me lance, go. Au début, je ne vais pas me payer tant que ça. Ça met une pression supplémentaire sur la famille. C'est pas juste une question de gestion du temps, c'est une question de risque au sein de la famille. Il faut vraiment être bien accompagné les grands-parents aussi. Puis si on a un conjoint, que le conjoint nous supporte là-dedans. Sinon, je pense que c'est même pas possible, là. Dans vos cas, Daniel et vous, Joël, vous avez démarré avec une associée. Est-ce que c'est quelque chose qui permet justement de rapatrier un peu de temps vers la famille? Pour mon cas, en tout cas, sans que ça rapatrie du temps, ça minimise les risques. Ça divise les risques. Fait que déjà, en partant, c'est sécurisant. Parce que, comme on parlait un peu de... Le risque, la gestion du risque chez les femmes, là, on en parlait. Puis je veux dire ça, déjà en partant, d'avoir une associée, que ce soit divisé. Mais là, présentement, moi, mon associé a quitté. Puis depuis, ben là, on sort du contexte conciliation travail-famille, mais depuis 2 ans, elle a quitté. Puis j'ai 4 employés qui ont investi dans l'entreprise avec moi. Fait que je partage l'actionnariat de la compagnie. Je suis encore majoritaire, mais j'ai des employés pour préparer tranquillement la relève là, qui est dans l'entreprise. Là. Fait que ça, encore là, mais au niveau de la conciliation travail-famille, là, moi aussi, mon conjoint était hyper disponible. Fait que c'est sûr que ça procure une liberté. Puis tantôt, j'étais ici dans la salle, puis M. Charret de l'Industrielle Alliance parlait, puis c'est ça qu'il disait, il dit « Veux pas, là, la pression est encore sur les femmes, du côté familial. Puis si tu n'as pas un conjoint, puis moi, là, j'ai jamais été la mère qui voulait tout prendre la place dans la famille. J'ai laissé beaucoup de place, mais au-delà de la conciliation, il y a la culpabilité féminine puis la place que la femme veut prendre. Il y a tout ça là, qu'il faut qu'il sorte, qui change. Dans le sens, tes enfants ne t'aimeront pas moins. Là. S'ils ont une mère heureuse au travail, la mère va être heureuse à la maison. Puis c'est l'équilibre dans tout ça. Moi, je sais bien, tout au long depuis toute ma vie, j'ai été en affaires. Là. Tout le temps, ça a toujours été hyper important, l'équilibre. Moi, j'avais mon travail, oui, mais en affaires, si tu ne mets pas la clé le soir, tu peux passer la nuit. Là. Ça n'a pas de limite. Là. Puis, il y a toujours un projet
pour toi. Là. Puis quand tu as une idée, tu veux qu'elle soit faite là, tu ne veux pas attendre 3 mois et demi pour qu'elle soit faite, il faut qu'elle soit faite là, mais ça ne marche pas de même. Fait que c'est ça, si tu veux avoir de l'équilibre, il faut que tu saches avoir des compartiments dans tout ça. Là. Puis moi, une des anecdotes, je me plais à dire, c'est la journée, moi, je pensais que j'étais pas assez à la maison, puis tout ça. Puis à un moment donné, mon fils me dit le matin en déjeunant, il me dit, on va visiter le Parlement aujourd'hui. Puis là, je dis, ah oui? Ah, il ne demandait pas de parents accompagnateurs. Il dit oui. Mais si tu ne me l'as pas dit, il dit non, tu serais venu. Dans le sens que j'étais là. Moi qui pensais que peut-être j'étais absente, ben lui, il n'a jamais senti que je n'étais pas là. Parce que des fois, pour les voyages d'affaires, n'importe quoi, tu as à t'absenter une semaine ou tu as à partir, puis tout ça. Moi, je me disais, la culpabilité féminine, elle est féminine, la culpabilité, on ne peut pas se le cacher. Là. Puis moi, je ne suis pas top là-dedans. Là. Je suis quand même à un niveau raisonnable, je suis capable de me parler, mais il y en a qui ne sont pas capables de se parler. Fait elle existe, elle est réelle. Ouais. Fait que, en quelque part, c'est à nous, je pense, de s'enlever de la pression à ce niveau-là. Puis quand il disait tantôt la confiance des femmes, ça, c'est à chacune de travailler sur soi. Et là, c'est de société, c'est comme ça, mais il faut travailler sur soi tout le temps. C'est un pouvoir qu'on a en nous et on n'a pas à le céder à personne. Non, c'est à nous de travailler on est fait là-dessus, comme ça, bien, travaillons dessus. Tu sais, moi, je pense que c'est viscéral, là, c'est comme ça. Nathalie, vous me disiez, la compagnie, elle est bien organisée. Je suis une fille bien organisée, donc oui, j'ai du temps pour ma famille, mais côté social, côté réseautage... c'est des choix. Hein? Moi, quand j'écoute ce que tu dis, je me dis, on choisit, hein, on a une quantité de travail qu'on veut accomplir, des choses qu'on veut réaliser. Puis après ça, moi, j'ai quand même, il faut que je le dise, un conjoint très présent. S'il était dans la salle, puis je le mentionnais pas. Dans le fond, fait que j'ai quand même une vie simple. Hein? On fait des choix que ça soit pas compliqué, puis qu'on n'aille pas trop de tiraillement dans nos choix à faire. Fait que c'est certain que depuis quelques années, c'est toujours la famille. Puis là, mes enfants vieillissent, fait qu'il y a un peu plus de temps pour moi. Okay. Mais ça, moi aussi, j'ai une vie simple. Oui, je pense que c'est... non, ce que je veux dire... Est-ce que vous avez une vie simple aussi? C'est que, on n'a pas le choix, là. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre, fait que, je veux dire, c'est comme pas envisagé. Mais c'est important quand même de se garder un petit peu de temps pour soi. Ça, c'est quelque chose que... Il y a plein de monde qui m'ont dit, là, dans les derniers 6 mois. Oui, la famille, c'est important, puis sincèrement, ce que tu viens de... On peut se tutoyer, Daniel, ce que tu viens de dire par rapport à la culpabilité, là, moi, ça me fait vraiment du bien personnellement, là, je pense que, en tout cas, puis vous avez aussi, moi aussi j'ai un conjoint très présent, là, mais on se le dit pas assez, là, on se dit, tiens, je suis pas assez là, ça n'a pas d'allure, il faut que je donne du temps à mes enfants, puis en même temps, du temps pour moi, mais quand est-ce, c'est la nuit, là. Fait que, mais je pense qu'il faut essayer de se trouver un petit espace, là, dans la vie, de dire, bon, je vais faire une activité pour moi, tu sais. Vous avez parlé d'une notion très importante tantôt. J'aimerais essayer de revenir, la prise de risque. Parce que c'est une chose en entrepreneuriat, en tout cas, qu'on voit chez les femmes, même les jeunes femmes, prendre des risques, c'est moins évident que chez les hommes. On le mesure par différents indicateurs, les risques liés au financement d'une entreprise, les risques entrepreneuriaux qu'il peut y avoir, justement, la peur du jugement, ce genre de choses-là. Et quand on met tout ça ensemble, les femmes, malheureusement, ont une moins grande propension à prendre des risques. Et j'aimerais savoir comment vous abordez ça dans vos sphères, parce que pour certaines, ça peut être une montagne immense, alors que d'autres ont appris à briser le risque en petits risques pour que ça soit moins gros et plus facile à attaquer. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, ce que vous faites dans votre quotidien pour faire face à ça. Moi, je peux peut-être commencer. Oui, les risques se prennent tranquillement, un à un. Donc, on commence à plus petite échelle. Mais moi, je suis du type à me préparer et à établir une vision. Puis de regarder différentes hypothèses. Hein? S'il se passe telle affaire, comment ça va se passer? Puis de me faire le pire scénario, puis le meilleur scénario. Puis après ça, je vais juger si c'est le pire scénario, je suis prêt à vivre avec. Puis plus on connaît notre domaine, plus on connaît notre entreprise, plus on est capable de voir c'est quoi les types de scénarios qui peuvent se passer. Puis c'est de même qu'on arrive à prendre une décision.
On accumule un bagage qui nous fait relativiser aussi par rapport à ce qu'on voit. On voit ça moins gros aussi, je présume. Oui, puis le fait d'avoir d'autres actionnaires, hein, on a quelqu'un à qui aller expliquer notre vision, puis des fois, on va la partager. Chez nous, c'est tout le monde, il faut qu'il accepte le risque. Mais le dernier doit se rallier. Fait que ça... Mais c'est vraiment en discutant avec quelqu'un, je pense qu'on fait la part des choses. Daniel, je trouve que vous avez abordé ça sereinement, mais vous n'avez vraiment pas eu aucun hamster dans votre tête? Moi, j'ai toujours des hamsters dans ma tête. Non, oui, j'ai toujours des hamsters dans ma tête, mais je me parle beaucoup. Tu sais, je me parle beaucoup, puis je me raisonne beaucoup, puis je me conditionne beaucoup, tout ça, mais j'imagine que je suis faite comme ça. Mais tantôt, quand on parlait, ça m'a fait perdre le fil. Au niveau des risques, moi, je pense que c'est petit à petit. Puis, comme moi, je suis quelqu'un d'équipe aussi. Je veux dire, quand mon associé est parti, c'est pas pour les risques, mais c'est pour... Moi, c'est le consensus. J'ai voulu rallier des gens avec moi pour les faire partager le succès qu'on aura, notre succès futur. Là, on était à un niveau. Puis notre succès futur, je veux qu'il soit partagé parce qu'ils vont avoir contribué, ces gens-là, à amener l'entreprise à une place. Puis je veux qu'il en soit, qu'il en fasse partie encore. Puis, au niveau, comme je disais, c'est pas au niveau du risque, c'est au niveau... Puis plus il y a de personnes différentes autour d'une table, plus tu as d'opinions différentes, plus tu peux arriver à une décision qui est viable. La complémentarité, autrement dit, de ceux qui vous entourent pour diminuer ces risques-là de l'inconnu. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que l'entreprise pourrait être plus grosse qu'elle est aujourd'hui et pourrait être plus connue que ce qu'elle est aujourd'hui, mais il faut se respecter là-dedans. Si moi, je n'avais pas gardé mon équilibre à travers l'entreprise, on ne serait peut-être plus là non plus. Fait qu'il faut respecter qui on est, il faut respecter le rythme à lequel on est capable d'y aller, d'avancer. Puis ça, je l'ai fait tout au long de ma vie sans m'en apercevoir. C'est aujourd'hui, alors j'ai déjà été assis puis être le plus jeune. J'ai l'impression que c'est moi plus vieille. mais j'ai déjà été assis à l'autre bout. Mais c'est ça. J'ai fait plein de choses sans en être consciente, mais ça devait être parce que ça m'habitait profondément, puis j'ai rien que suivi ce qui m'habitait, et non pas parce que j'en étais consciente et que les autres me le disaient. J'ai rien que suivi ce qui me faisait aller de l'avant dans ce que j'étais moi. Tu sais, c'est... Avoir une famille, est-ce que ça vient teinter l'ampleur du risque pris? Bien, moi, dans mon cas, ce qui est spécial, c'est que mon mari ne vient pas du tout d'un milieu d'entrepreneuriat. Mais là, il côtoie mon père. Puis moi, j'ai été élevée à « faut prendre des risques, tu n'auras rien si tu prends aucun risque. Si tu as peur dans la vie, en fait, c'est correct d'avoir peur. Moi, je suis la fille la plus peureuse du monde en passant. Vous allez voir... oui, non, j'ai souvent peur, puis c'est correct d'avoir peur. Par contre, il faut avoir du courage, tu sais. Mais les risques, moi, j'ai vu mes parents prendre des risques immenses, incroyables, qu'on aurait pu... tu sais, mon père, il a eu un très, très gros échec en affaires. On était pratiquement dans la rue. Puis à un moment donné, il a décidé de se relancer en affaires alors qu'il y avait une opportunité incroyable d'emploi, là, vraiment. Là, c'est comme une affaire de fou. Puis il a dit non. Il dit, je crois en moi. Puis nous, on était, ah mon Dieu, on va vivre dans la rue, c'est sûr. Puis finalement, ça s'est super bien passé la deuxième fois. Mais donc, j'ai vu que, quand on n'est pas loin d'être dans la rue, c'est pas si pire, on n'est pas en train de mourir. Fait que moi, je me dis souvent, est-ce que je suis en train de mourir? Non. J'analyse. Puis c'est la même chose quand je fais une course. Moi, je fais de la course pour travailler mon mental là-dessus. Je me dis que ça va pas bien dans la course. Je me dis, est-ce que je suis en train de mourir? Non, je suis en vie, j'avance. J'avance quand même. J'essaie de relativiser. Puis aussi, je suis une personne extrêmement analytique, donc je vais tout le temps regarder les pour, les contre. Puis à un moment donné, je me dis, c'est mon instinct qui doit décider. Puis, et je demande conseil à des gens, un mentor, à plusieurs personnes. Puis même s'ils vont me dire, tu m'écoutes pas, je dis, non, mais ton point de vue m'a amené à réfléchir. Mais à un moment donné, il faut sauter, il faut prendre des risques. C'est ça, le oser, là. Parce qu'il y en a des difficultés tout le temps, puis des résolutions de problèmes, mais prendre le risque, vraiment, il faut oser. Puis dans le cadre d'une famille, encore là, il faut être bien accompagné. Moi, mon conjoint, au départ, je sentis qu'il y a des périodes, ça l'a un petit peu plus insécurisé. Il sentait beaucoup de pression, puis il me l'a dit. J'ai dit, mais tu savais qui t'a marié quand même. En toute connaissance de cause. Il dit oui.
Vous venez de toucher un bon point. Une des autres façons de diminuer le risque, on parlait de s'associer, on parlait de relativiser, l'accompagnement. L'accompagnement par soit des coachs, des mentors, je pense que ce que je trouve exceptionnel, c'est particulièrement, Daniel, autant vous avez bénéficié au tout début d'un mentor, autant là, maintenant, vous avez décidé de redonner avec les gens de Sage Mentorat d'affaires, qui fait partie du réseau ici à Québec. Donc, mais parlez-moi du début, parlez-moi d'être accompagné. Bien, au départ, quand on est parti en affaires, ça fait déjà un bout de temps, ça commençait Sage, là. C'est tout début. Puis ceux qui l'avaient parti étaient venus me rencontrer, puis avaient dit « On aimerait ça vous montrer un CA. » Mais c'était tout petit, là. C'est un CA, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Mais en fin de compte, ils avaient monté ça, puis on avait un peu vu qu'est-ce que ça pouvait apporter à l'entreprise. Fait qu'on a toujours resté... ça nous a mis en contact avec un autre contexte d'affaires, parce qu'au départ, on n'était pas mindé affaires. On était plus mindé, on va faire ce qu'on aime. C'est vraiment un virage. C'est de l'évolution. Puis quand je dis ça fait 30 ans que je suis en affaires, mais je n'ai pas l'impression que ça fait 30 ans parce que l'entreprise a évolué à la vitesse qu'elle a évolué, mais ça fait quelques années, je te dirais, ça fait les 5-10 premières années, on apprenait, là. J'apprenais, moi, là. C'était pas j'étais à l'école de la vie, là. C'était pas une entreprise qu'on avait, c'était notre travail, là. C'était pas en fonction que ça devienne une entreprise que éventuellement qui peut être vendue, éventuellement qui peut être quelque chose. C'était pas ça le focus du départ, c'est vraiment de créer notre emploi. C'est petit à petit, c'est l'entrepreneur au départ, il crée son emploi, après ça, il crée une entreprise, puis après ça, il crée un placement. Il y a comme des étapes aussi là-dedans. Une suite, oui. Ouais. Et vous êtes devenu par la suite mentor vous-même. Oui, c'est ça, oui, c'était ça votre question de départ. Oui, mais c'est pas encore commencé parce que ça fait longtemps que je veux le faire, que je veux participer, faire du mentorat. Puis c'est cette année là, au printemps j'ai pris contact plus avec Sage, ça, pour commencer à être mentor, justement. Là. Mais ça va se faire, là, je vais prendre mes cours de mentor là, bientôt. Joël, vous aussi, à la fois, vous en avez bénéficié, puis vous redonnez déjà, vous êtes aussi, en quelque sorte, une source d'inspiration pour d'autres femmes entrepreneurs. Oui, je ne suis pas vraiment mentor, là. Mais avoir un mentor, ben oui, j'en ai eu un. Là, en fait, je suis en transition vers un autre mentor parce que j'ai l'impression que parfois, des mentors sont là pour une période. Puis, c'est bien ils nous disent c'est bien de changer aussi. Quand on sent que la relation a atteint un petit peu son point culminant, je ne sais pas comment dire son objectif, puis après ça, de changer. Là, je me cherche, je suis en train de magasiner une nouvelle mentor. Non, mais dans le réseau M, parce que d'autres mentors, ben, on en a pour Femmes Alpha, ben justement, là, Joanne Devin, je ne sais pas si elle est là, c'est une de nos mentors de Femmes Alpha. On a même un mentor qui a 25 ans, puis c'est un jeune homme développeur pour Femmes Alpha. On a posé des questions, tu sais, dans le monde du TI, tout ça, c'est super trippant. Puis je me suis dit que moi, plus toute ma vie, dans le fond, je vais sûrement être dans ce milieu-là, ben, je vais avoir des mentors très jeunes, qui amènent une nouvelle saveur, une nouvelle mentalité. Mais j'en fais un peu de manière informelle là, avec des jeunes femmes que je trouve qui sont... je sais pas, moi, qui manquent... ils sont rendus là. Ils ont toutes, là, ils sont prêtes, mais il manque juste le petit déclic pour foncer, pour prendre l'action. Puis là, tu te dis, hey, je sais que si je passe là 3 heures de ma vie avec cette fille-là, ben ça va peut-être l'aider à foncer, ça va la sécuriser. Puis ça fait ça, ça devient des amis, mais je pense que n'importe qui peut le faire dans n'importe quel domaine. Je pense que les femmes entre nous, on doit se le faire, là. Être cette étincelle-là pour d'autres. Oui, vraiment. On est toujours le qui de quelqu'un d'autre. Oui. Et nous, on a des qui. J'ai écrit un texte sur ça, Femmes Alpha. Moi, j'ai des qui, des gens qui m'influencent, qui m'aident, qui me conseillent. Puis ces gens-là, c'est des gens qu'on rencontre dans notre vie, qui sont parfois là pour nous accompagner, parfois spontanés. Puis on a ce rôle-là pour d'autres personnes. Moi, j'écoute, là, tu sais, je passerais, mettons, à un souper avec vous autres, là, puis je vous écouterais, puis je prendrais des notes dans ma tête. Tu sais, ça ne rentre pas dans l'oreille d'une sourde. Là. Fait qu'on est toujours le qui de quelqu'un d'autre, des fois sans s'en rendre compte. Nathalie, dans une entreprise où son papa a été le fondateur, est-ce qu'il joue ce rôle-là de mentor dans votre parcours? Il a joué beaucoup. Il était très présent auprès de nous.
Dans le fond, quand on a intégré l'entreprise, c'était quand même un défi pour lui de se retirer parce que quand tu travailles avec ton père, il a tendance à... C'est un entrepreneur, tendance à prendre la place beaucoup, c'est sa personnalité. Donc, oui, j'ai eu la chance de travailler près de 14 ans avec lui. Nous autres, on va faire affaire plus à type de consultant maintenant à l'externe. Quand on sent un besoin de définir notre stratégie, on va le faire. Quand on a besoin des besoins spécifiques, oui, je pense qu'on va le cibler plus de cette façon-là. Puis de toute façon, si vous avez des frères, une sœur qui vous épaulent, c'est peut-être pas des mentors, mais à tout le moins, c'est des gens vers qui vous vous retournez, je présume. Oui, absolument, mais des fois, il faut quand même sortir de ce qu'on fait pour se dépasser. Donc, aller voir des consultants ou bien les professionnels qui nous connaissent pour sortir de notre zone de confort ou bien nous amener vers quelque chose d'autre. On a parlé d'obstacles, mais j'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu aussi. Qu'est-ce qui vous allume au plus haut point dans votre entreprise? Daniel. Bien, c'est sûr que quand on monte des projets et que ça fonctionne, c'est toujours gratifiant parce que tu sais que quand c'est des projets, disons, de produits ou quoi que ce soit qui ont un succès, c'est toujours gratifiant parce que tu sais que tu vas pouvoir faire croître l'entreprise, puis que ça va contribuer à ce que tout le monde dans l'entreprise est heureux. Moi, comme je disais, je suis quelqu'un d'équipe. Le succès, il n'est pas à moi, il est à tout le monde. Puis, c'est que si ça se jette sur tout le monde dans l'équipe a un peu plus de fierté, puis tout le monde est mieux dans leur travail. Tu sais, c'est tout ça. Moi, c'est ça, quand je vois, je veux dire, ça fait 30 ans que l'entreprise existe, puis ma plus vieille employée, la première qu'on a engagée, est là encore avec nous depuis 25 ans. Fait que notre taux de roulement, là, c'est 0. Là. On n'en a pas de taux de roulement, puis c'est des gens qui partent, ça, il y en a tout le temps, là, mais c'est toujours de façon volontaire parce que la vie les amène ailleurs, puis tout ça, puis ça, je respecte ça, puis fait au niveau de l'équipe, c'est hyper important, mais je suis toujours un peu comme ça, je me laisse emporter dans ce que je dis, puis je me rappelle pas de votre question. Mais moi, ce que je retiens, en tout cas, ça a vraiment été dans l'ADN de l'entreprise, jour 1, prendre soin de son équipe, partager les succès. Tout le temps, ça, encore là, même quand c'était pas la mode d'être dans les ressources humaines, puis que les gens, puis le confort au travail, le bien-être des employés, puis tout ça, moi, sans le savoir, j'étais déjà là-dedans. C'est toujours ça que j'ai priorisé, puis c'est ça probablement qui fait que nos employés sont là depuis si longtemps, là. Puis mais c'est ça. Ça a toujours été hyper important que les gens se réalisent à l'intérieur de l'entreprise, puis des employés heureux sont plus productifs, et c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, on n'entendait pas ça, là. C'est ça. Nathalie, qu'est-ce qui vous allume? Bien, c'est une question que je me repose. Moi, c'est vraiment l'accomplissement de l'entrepreneur. Ce qui me motive, on est une entreprise immobilière, donc concevoir, puis créer, développer des beaux projets immobiliers, des projets dont je vais être fière, qui vont bien servir nos clients, puis qui vont être beaux, mais aussi rentables. Donc, c'est vraiment développer des projets immobiliers bien situés, puis qui vont bien servir notre clientèle. Je pense que c'est vraiment l'accomplissement de ça à travers l'entreprise qui me motive. Moi, il y a deux choses qui me motivent, puis il y en a une qui touche à Atelier d'Elle, puis l'autre à Femme Alpha, puis c'est différent. Atelier d'Elle, c'est sûr que là, j'ai une associée, puis en fait, demain, je vais en rentrer sûrement une autre, là, plus en logistique, là. Mais ce qui me motive, moi, parce que je suis une fille plus de développement des affaires, c'est quand je vois, mettons, que je suis capable, tu te dis, je suis capable, genre, de développer, mettons, aux États-Unis, ça, pour moi, ça me motive beaucoup, ça me rend fière parce que je me dis, mon Dieu, tu sais, est-ce possible? Puis c'est ça qui m'encourage à continuer, tu sais, à faire un deal, là, j'appelle closer un deal, là, je vais être bien énervée avant, super stressée, puis là, quand ça se fait, j'ai... Hey, mon Dieu, tu sais, je suis super contente. Tu sais, ça touche à l'accomplissement de l'entrepreneur. Femme Alpha, c'est très différent parce que c'est une communauté. Donc, quand on organise des événements, il y en a un l'année dernière qu'on avait organisé une exposition, puis je voyais des femmes super émues, touchées de ce qu'on avait présenté. Puis moi, dans ces événements-là, je ne vais pas être au centre. Hey, je suis plus à côté, puis j'observe la réaction des femmes, qu'est-ce que ça leur fait. Ou quand on reçoit des messages, tu sais, j'écris des textes, puis je reçois quand même des messages. Ça me touche beaucoup, l'effet que ça peut avoir sur les autres femmes. Et toucher des femmes, moi, c'est ça qui me motive. C'est la seule raison pour laquelle on fait ça, dans le fond. Là, je suis sûre que Viviane aussi, tu sais.
Très brièvement, parce qu'après ça, on veut vous laisser une petite période de questions, chacune à tour de rôle. Quelques conseils que vous donneriez aux femmes qui veulent créer ou reprendre une entreprise. Daniel. C'est de suivre ce qu'elles sont aussi, puis que ça vienne vraiment de... Dépendamment du projet que vous avez ou quoi que ce soit, c'est d'y croire, d'avoir le focus sur où vous voulez arriver, savoir vraiment, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir où on s'en va comparativement, comme je disais tout à l'heure, là, il y a 30 ans, là, on ne savait pas où on s'en allait, mais aujourd'hui, on sait beaucoup plus quels sont nos objectifs qu'on pouvait le savoir avant. Puis, en quelque part, les détracteurs, il y en aura tout le temps. C'est de ne pas tout écouter les détracteurs. Oui, des fois, ça peut être bon parce que ça t'allume à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, mais aussi, c'est de la... j'aime pas le mot toujours persévérance, là, mais c'est de toujours croire que ça va fonctionner, puis peu importe ce qui arrive, le contexte économique, tout ça, ça sera jamais le bon temps de partir en affaires. Il n'y a jamais un contexte économique, un contexte où tous les éléments vont être là. À un moment donné, il faut faire le saut, il faut le faire, puis il n'y aura jamais le moment parfait, idéal. C'est comme il n'y aura jamais la meilleure température pour aller quelque part. Il va toujours avoir quelque chose que, oui, mais si ça arrive, oui, ça peut arriver. Il y a toujours un côté risque. Nathalie? Oui, bien, je pense qu'il faut aussi avoir une vision. On le fait pourquoi? Hein? Il faut avoir un objectif, parce que je suis absolument d'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer, mais aussi, il faut savoir qu'est-ce qu'on vise, puis de le faire pour les bonnes raisons. Pour notre accomplissement, pour une rentabilité financière. Là, quand on se lance comme entrepreneur, je pense qu'il faut viser des atteintes financières. C'est pas honteux. Non, on n'a pas parlé beaucoup. Là, non, mais c'est vrai. Mais on le fait pour ces raisons-là. Puis, oui, en tout cas, moi, on a parlé de flexibilité et tout ça, mais je pense que la priorité, c'est vraiment s'accomplir, puis après ça, faire de l'argent. Pour moi, c'est très simple. Clair. Parce que beaucoup de monde qui ont de la misère à le dire, puis surtout les femmes. Là, puis dans ce que tu dis, c'est que l'entreprise, ton monde va être encore plus heureux si tu as les moyens de réaliser les projets que tu veux. Fait que ça vient avec. Là, si tu n'es pas capable d'assumer de faire de l'argent, assume que ça va rendre les autres heureux, disons. Et toi aussi. Là. Exactement. Bien, moi, je vais être plus philosophique, là, parce que je suis totalement d'accord avec mesdames. Je dirais qu'il faut écouter son cœur. C'est important de faire des choses qu'on aime, pas le faire parce qu'on trouve ça cool, mais vraiment parce qu'on aime ça. Il faut écouter son cœur. Miser sur ses forces, vraiment, puis être assez humble pour reconnaître nos faiblesses, puis essayer d'aller chercher des gens, des conseillers, des sous-contractants, peu importe, mais qui vont combler nos faiblesses. On n'est pas seul. Vraiment, là, tu sais, puis le dire ouvertement, c'est correct. Puis je dirais, quand on se lance en affaires, une des choses les plus difficiles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous décourager. Un truc, c'est de côtoyer d'autres entrepreneurs qui vont te donner des trucs. On va apprendre énormément d'eux, mais aussi, ils vont pas te décourager. Partage les mêmes rêves. Oui, littéralement. Très bien. C'est la période de questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait poser une question à nos panélistes. Il y a une question, je pense, au bout? Non? Non? Ça complète, alors? On a tout dit, c'est ça, dans le fond. Daniel, Nathalie et Joël, un immense merci. Vous êtes inspirantes. Merci, Rina. Merci. Fait que merci beaucoup, Rina, d'avoir travaillé, organisé, concerté et tout ça. D'ailleurs, c'est filmé, ça a été filmé, donc les gens d'en bas pourront le voir aussi. Donc, merci beaucoup. On vous propose de rester sur place, en tout cas de ne pas vous déplacer beaucoup. Les gens du panel d'en bas vont venir nous rejoindre. Et dans très peu de minutes, à ce moment-là, on a Mme Thériault qui va venir nous conclure notre journée. Et Nicole va vous remercier. Et après, ne partez pas. Le cocktail est ici dans l'entrée. La partie réseautage, on en a parlé toute la journée, là, donc ça va être le timing à ce moment-là. Donc, merci beaucoup.